C'est donc ici, pour la dernière fois, que nous nous réunissons pour clore la formidable aventure humaine et industrielle du charbon français. Elle a commencé il y a près de 3 siècles dans le Nord, et la houve en est la dernière étape. Pendant tout ce temps, les bassins miniers n'ont pas seulement produit de la houille, ils ont également forgé un pays en lui offrant son énergie et en lui donnant l'exemple de leur valeur. La houve, désormais lieu symbolique de la fin du charbon, est également symbolique, en raison de sa situation géographique au cœur même de l'Europe industrielle, de cette autre grande aventure qui est la communauté européenne, dont la CECA constitua les prémices. Date symbolique enfin, ce mois d'avril, puisque c'est le 19 avril 1946, il y a 58 ans, presque jour pour jour, que l'Assemblée nationale décidait la création de Charbonnages de France et des houillères de bassin. On ne peut certainement pas réduire une si longue histoire à quelques phrases dans un discours. C'est pourquoi, ce soir, nous avons choisi un autre mode d'expression, celui de l'émotion, celui du théâtre, pour mettre des mots sur des silences, pour donner la parole aux mineurs, qui sont en fait les seuls à pouvoir exprimer ce qu'ils ressentent profondément. Houillère du bassin de Lorraine, unité de Merlebach, juillet 2003, 5 heures du matin. Les hommes du premier poste commencent l'une des dernières descentes au fond, avant la fermeture définitive. Après plus d'un siècle de bons et loyaux services, c'est l'adieu au charbon. La source d'énergie première, celle sur laquelle s'est construite notre société industrielle, est devenue la dernière. Mais pour l'heure, comme chaque matin, les mineurs descendent. Dans ces longues galeries qui les mènent vers la cage qui les emportera au fond, la poignée de main n'est pas qu'un geste de convention, elle scelle, chaque jour qui commence, l'assurance d'une solidarité partagée. Car la descente dans la mine, au-delà des gestes quotidiennement répétés, au-delà du savoir des hommes et du progrès des machines, est une sorte d'aventure humaine, chaque jour recommencée. Le mineur ne descend jamais seul. Il va par équipe, par poste, comme la section qui va au combat. Il attend qu'on lui donne le passage. Il avance par étapes, au signal donné, vers le front de taille. Il va au front, dans l'obscurité du fond, comme le marin sur l'océan nocturne. L'œil du marin est perçant parce qu'il est détendu et qu'il voit loin. L'œil du mineur est pénétrant parce qu'il est tendu et qu'il voit bien, écrivait le philosophe Gaston Bachelard. La cage, avec ses 3 plateaux chargés chacun d'une 50aine de mineurs, plonge à moins 1250 mètres à la vitesse de 12 mètres par seconde.
Après 20 minutes de trajet en train, c'est le passage à travers le sas qui donne accès à la dernière galerie. Tout au bout, c'est le front de taille, la veine de charbon de 400 mètres de long où s'active l'énorme haveuse. Désormais, c'est le monde souterrain de la mine. Monde où seule la lampe du mineur perce les ténèbres des profondeurs. Dès le XVIIe siècle, on commence à exploiter le charbon de terre, la houille, après le charbon de bois. Les industries naissantes ont besoin de combustible. La révolution industrielle du début du XIXe siècle passe par la machine à vapeur, née de l'énergie produite par le charbon. Grâce au charbon, la locomotive 1802 va révolutionner les transports et accélérer le progrès industriel. Dès 1827, la première ligne de chemin de fer est construite en France pour transporter le charbon de Saint-Étienne à Andrézieux. À la veille de 1914, la France produit 41 millions de tonnes de charbon qui couvrent 98% de ses besoins en énergie. On fait appel à la main-d'œuvre étrangère. Bientôt, les charbonnages de France comptent 49% de mineurs polonais. En 1929, les immigrés polonais, italiens, hongrois, nord-africains représentent plus de 60% des effectifs. Juillet 1940. C'est la défaite, l'occupation. Les bassins houillers sont mis sous séquestre. Les mineurs partent pour le travail obligatoire en Allemagne ou pour les camps. Quatre ans plus tard, ceux qui reviendront trouveront les galeries inondées, les installations complètement détruites. La libération sera surtout une véritable révolution dans la vie politique, économique et sociale de la France du demi-siècle. Cette révolution a un nom, nationalisation. Dès le 2 mars 1945, devant l'Assemblée consultative, le général de Gaulle affirme la nécessité de la nationalisation. Il annonce le 24 mai à la radio qu'avant la fin de l'année, l'État prendrait sous sa coupe la production du charbon et de l'électricité et la distribution du crédit, levier de commande qui lui permettrait d'orienter l'ensemble de l'activité nationale. Il fait inscrire dans le préambule de la Constitution de 1946 que tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité. Le 17 mai 1946, l'Assemblée nationale vote à main levée la nationalisation du charbon. L'établissement public des charbonnages de France est créé. Enfin, en juillet, place de l'Hôtel de Ville à Béthune, le général de Gaulle prononce son fameux discours devant 30 000 mineurs et engage la bataille du charbon. En octobre dernier, 1,5 million de tonnes sont sorties de notre sol. Or, nos mineurs, au cours de ces dernières semaines, en ont tiré en moyenne 2 fois plus. Après la libération, ils en étaient à 40% de l'extraction d'avant-guerre. Je suis sûr qu'ils iront bientôt jusqu'à 100% et davantage. Après la bataille de France, c'est la bataille du charbon qui s'engage. Son théâtre des opérations, c'est la mine. L'objectif est fixé par le plan Monet, 55 millions de tonnes de charbon en 1950. Avec la nationalisation, c'est la condition du mineur qui change. Celui qui faisait le dernier des métiers devient le premier ouvrier de France.
Dès 1948, la mévente brise l'élan. Les mineurs se voient imposer 3 jours de chômage technique. Des grèves éclatent. Les affrontements durent 2 mois. Le bilan est de 4 morts parmi les mineurs. Les mineurs reprennent le travail sans avoir rien obtenu. Pourtant, le charbon est toujours aussi vital pour le développement économique. C'est sur le charbon que va se construire la future Europe, à l'initiative de Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères. Mais le véritable inspirateur de l'idée portée par Schuman, c'est Jean Monnet, commissaire au plan, qui présidera la naissance du marché commun du charbon et de l'acier. Ce dont il s'agit concrètement aujourd'hui, c'est de la première étape, avec toutes les sauvegardes nécessaires pour établir une équivalence dans la production des industries et en même temps une harmonisation de la politique sociale. Un an plus tard, le traité de Paris du 18 avril 1951 consacre les efforts de Robert Schuman et de Jean Monnet, qui devient président de la haute autorité. Le marché commun est né. Il repose sur le charbon, dont dépend 74% de la consommation d'énergie des 6 pays réunis dans la communauté européenne du charbon et de l'acier, la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. L'industrie houillère française à vol d'oiseau. Des régions entières que la mine a marquées de son empreinte. 400 puits, 220 000 hommes, 60 millions de tonnes de charbon par an, des coqueries, des usines chimiques, des centrales électriques. La nationalisation de 1946 a regroupé l'ensemble des mines françaises en 9 bassins qui s'inscrivent dans les données naturelles de la géographie. Le bassin du Nord et du Pas-de-Calais fournit à lui seul la moitié du charbon français. Celui de Lorraine en fournit le quart. 7 autres bassins, situés dans le centre-midi, fournissent ensemble le dernier quart de la production. Reagan, 13 février 1960, la première bombe atomique française explose au cœur du Sahara. Progrès technologique, progrès industriel, progrès social, puissance économique. Le déclin du charbon est inscrit dans la richesse même qu'il apporte à la société. C'est cette richesse et cette puissance qui vont permettre en effet la recherche et la maîtrise de nouvelles énergies. En 1950, le pétrole au Sahara jaillit à Hassi Messaoud et à Sirmel. En 1949, c'est le gaz naturel de lac, dont le pouvoir calorifique est le double de celui du gaz de houille, c'est-à-dire du charbon, qu'un gazoduc achemine à travers toute la France. Entre 1950 et 1990, la production de charbon va passer de récession en rémission au gré de la montée en puissance de l'énergie hydraulique, avec les grands barrages de Donzère-Mondragon et de Tignes, de la maîtrise de l'énergie nucléaire avec le premier réacteur atomique à Marcoule en 1956 et des chocs pétroliers des années 70 et 80. Mais la décrue est bel et bien commencée. La part du charbon dans les besoins énergétiques diminue avec la montée en puissance de ces nouvelles énergies. De 98%, elle est passée à moins de 50%. En 1960, le gouvernement du général de Gaulle met en place un plan drastique de réduction de la production. Le plan Jeanneney prévoit seulement 53 millions de tonnes. En 1967, les effectifs de charbonnage de France passent de 220 000 à 162 000. Un an après, le plan Bettencourt imposera une baisse de 20% de la production. Pourtant, cette récession s'accompagne d'efforts considérables pour mécaniser les chantiers de production et améliorer sans cesse la sécurité et les conditions de travail des mineurs. Le mineur de fond est toujours une gueule noire au dur labeur, dans le bruit, la nuit et la poussière de charbon.
Eh Roger, tu es encore là? Si la baraque elle tient, hein. Si demain on arrive et puis qu'il y a... On verra bien. Dans la salle des pendus, quand l'un s'en va, l'autre s'en vient. Ainsi va la vie du mineur. Elle s'accorde au rythme de la vie de la mine, dont le cœur de charbon doit continuer à battre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Depuis la première descente, une génération succédant à l'autre, dans une sorte de fidélité inconnue ailleurs. La mine a toujours été une dévoreuse d'hommes. Au commencement, elle attire ceux qui sont à sa portée, paysans devenus mineurs pour mieux vivre. Au fur et à mesure qu'elle grandit, elle exerce son attraction bien au-delà des frontières. Bien avant la bataille du charbon, les charbonnages de France sont allés puiser au loin les hommes dont elle avait besoin. En Pologne d'abord, pays de longue tradition minière. En Italie ensuite, puis un peu partout, en Europe centrale, puis au Maghreb. La mine a toujours été accueillante à la misère du monde. Mais la mine est aussi un formidable creuset d'intégration. Grâce à elle, beaucoup de ces hommes sont devenus français. Bien avant le statut du mineur de 1946, ses avantages et la reconnaissance offerte au métier de mineur, la mine a toujours su donner un peu parce qu'elle prend beaucoup. Autour des chevalements, des cités naissent, des villes entières pour loger les familles.
Dès le début du siècle, les compagnies compensent les maigres salaires par quelques avantages. Caisses de secours et hôpitaux. Avec le statut du mineur, les charbonnages de France sont à l'avant-garde du monde du travail et de l'entreprise. Nulle part ailleurs, la condition ouvrière n'a connu des progrès comparables. Avec le logement gratuit, des coopératives réservées aux familles des mineurs leur permettent de trouver l'ordinaire à portée de bourse. Les écoles ménagères accueillent les jeunes filles et les colonies de vacances les enfants. Le monde de la mine, à la surface comme dans ses profondeurs, est un univers en soi. Un pays que l'on ne quitte guère, où les générations se succèdent de père en fils, de mère en fille, toutes le plus souvent dédiées à la mine. L'ennemi numéro 1 du mineur, c'est le gaz, le grisou, contenu naturellement dans le massif de charbon que le haveur lui-même libère au cours de l'abattage. Le mineur a besoin de l'oxygène de l'air que l'aérage des galeries lui apporte, mais le grisou, lui, a besoin de l'oxygène pour s'enflammer et exploser. La mine a fait payer un lourd tribut à ces voleurs de feu. En 60 années d'exploitation, le requiem des mineurs a plusieurs fois retenti sur les carreaux des mines françaises. De la même voix douloureuse mais toujours contenue, comme il sied au monde de la mine, où jamais l'émotion ne déborde le silence des sentiments. Femmes de la mine. Leur vie est tout entière vouée à la mine, à travers les hommes dont elles sont les filles, les mères ou les épouses. Comme les femmes de marins, elles doivent savoir cultiver les vertus de la patience et du courage, apprendre à attendre, à accompagner par la pensée les descentes et les remontées quotidiennes, à apprivoiser le trouble d'un retard, à faire face aux terribles tempêtes qui secouent parfois la mine comme l'ouragan secoue l'océan. Mais elles ont lutté aussi avec les hommes, comme les hommes, allant même parfois jusqu'à lutter pour les hommes, à descendre jusque dans les rues de la capitale pour tenter de conjurer le spectre d'une fin programmée dont elles pressentent l'inévitable échéance. Si le mineur donne sa vie à la mine, il n'accepte pas que la vie lui retire la mine. Grève de 1963. Avec la récession qui s'aggrave, les grèves sont le témoin de cet inexorable déclin du charbon qui ajoute l'angoisse du lendemain aux difficultés du jour. Dernière manifestation d'une lutte déjà perdue face au triomphe des nouvelles énergies et aux mutations d'une économie non plus planifiée mais déjà mondialisée. Le pacte charbonnier va tenter de sceller dans la dignité la fin de l'exploitation du charbon en France. L'artisan du pacte charbonnier, c'est Gérard Longuet, ministre de l'Industrie en 1994. C'est lui qui aura préparé la fin de l'exploitation du charbon pour 2005 en l'accompagnant du dispositif social le plus exemplaire de toute l'histoire économique au nom de la dette historique de la collectivité nationale vis-à-vis de la population charbonnière qui a construit la puissance industrielle française. C'était au fond donnant-donnant. Les mineurs avaient accepté l'idée extrêmement douloureuse que leur métier devait s'arrêter et la collectivité acceptait en contrepartie de garantir une fin d'activité dans la dignité sans ces négociations annuelles, conflictuelles, faites d'incertitudes, de promesses, de menaces, de chantage. Nous avons au fond adopté une attitude responsable. On arrête en 2005, mais on se donne les moyens de faire en sorte que personne ne soit jeté de la mine. Le pacte charbonnier de 1994 s'inscrivait dans une véritable tradition de responsabilité de l'entreprise. C'est dès 1967, en effet, face aux prémices de la décroissance industrielle, que Charbonnage décidait la création de la Sophirem, première société de reconversion industrielle en France. Elle a constamment accompagné la fin programmée des exploitations dans les différentes régions minières. La page du charbon est-elle définitivement tournée avec celle de Charbonnage de France ?
20 millions de tonnes sont encore importées chaque année en France, même si près de 80% de la production d'électricité sont assurées par le nucléaire et le gaz. Mais les tensions internationales sur le marché de l'énergie, l'envolée des cours du gaz et du pétrole, et les progrès de la recherche pour un charbon propre, moins émetteur de gaz à effet de serre, semblent promettre un nouvel avenir à cette énergie, la plus répandue des énergies fossiles sur la Terre. Cet adieu au charbon ne serait-il finalement qu'un au revoir? Mais ceci est une autre histoire. Ainsi, jamais une histoire ne finit sans qu'une autre commence. Ces images auraient-elles la couleur d'un passé simple ou d'un futur antérieur? On ne quitte pas la mine comme on quitte son passé, comme on ferme la porte d'une vieille demeure familiale vouée aux dévastations du temps et de la nature. Si la vie doit cesser dans les ténèbres des profondeurs, elle doit continuer à la lumière du jour. Au fond, il a fallu combler les puits tout en protégeant la nappe phréatique. Il a fallu récupérer des machines descendues pièce par pièce. Il faudra contrôler la remontée des eaux. Il faudra quelques années encore continuer à capter le gaz, le méthane et surveiller la stabilité des terrains. En surface, il faudra réhabiliter les paysages tant marqués par le signe de la mine. Il faudra sauver une partie des sites devenus symboliques d'une architecture désormais entrée dans l'histoire et qui doit être préservée pour la mémoire des générations futures. Il faudra surtout que continue à vivre pour d'autres histoires, d'autres défis peut-être, des lieux où tant de générations de mineurs allèrent chercher ce diamant noir.